l'esprit et la matière, qui était en premier? Une réponse surprise à la fin. Ah. Ah ben oui, si je ne le mets pas en route ici. Bon. Alors, qu'est-ce que l'esprit déjà? Donc, il y a des réponses très diverses, depuis la négation totale, point de vue purement matérialiste, jusqu'à l'idée d'une vie au-delà de la vie sur la Terre. Alors, nous avons un certain Francis Crick, prix Nobel de médecine, qui lui a écrit, alors c'est une paraphrase de Alice dans Alice au pays des merveilles, où Alice dit vous n'êtes qu'un paquet de cartes, et il dit vous n'êtes qu'un paquet de neurones. Alors lui, c'était sa conception. Et alors on peut se poser la question, est-ce que nos sentiments, nos émotions, notre identité, notre libre arbitre, est-ce que ce sont que des illusions ou bien une réalité? Est-ce que l'origine de l'univers est purement matérielle ou bien existe-t-il au contraire une entité spirituelle à l'origine de notre univers? Voilà, c'est ce genre de questions que nous allons nous poser en partant d'une base scientifique et puis on en allant un petit peu au-delà. Alors, l'historique d'abord, jusqu'au XIXe siècle, sur la notion esprit-matière. Alors, l'approche de Descartes, je pense donc je suis, donc il voyait toute la force de l'être humain dans l'esprit. Mais on va voir que c'est un point de vue, ce point de vue dualiste est assez abandonné du point de vue scientifique aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il voyait ce qu'il appelait res cogitans et res extensa, donc l'esprit et le corps, c'était comme deux choses de nature différente, pratiquement. Et il avait une certaine théorie comment les deux pouvaient fonctionner ensemble, mais qui aujourd'hui, vu les connaissances, ne peut pas fonctionner. Et aussi, donc, il faisait une différence fondamentale en pensant que, bon, ça c'était vrai pour l'être humain, mais pour lui, les animaux n'étaient qu'une mécanique pure, donc aucun rapport. Alors, au XIXe siècle, on a un certain Franz-Joseph Gall qui a commencé à parler de la localisation des fonctions du cerveau. Alors, il y avait, dans tout ce qu'il a expliqué, il y avait des choses justement intéressantes. En même temps, il y avait des choses qui ont donné lieu à des aberrations, comme la phrénologie. Donc, on pensait, c'est là que vient l'expression la bosse des maths. Parce que les gens pensaient que s'il y avait un endroit où on avait une bosse dans le crâne, ça voulait dire qu'on était particulièrement bon en maths, en phrénologie. Il y a eu une histoire aussi très particulière au XIXe siècle. C'est quelqu'un qui a eu une barre de mine qui est passée à travers la tête. Et après, il était apparemment, malgré ces dégâts dans le cerveau, il était encore normal, presque en bonne santé et tout. Mais par contre, son comportement moral et social était devenu déplorable. D'où l'idée que ça a influencé fortement. Et Paul Broca et Karl Wernicke qui ont donné leur nom à des aires dans le cerveau, justement, pour correspondant à des fonctions spécifiques. Broca, c'est le langage, Wernicke, je ne sais plus. Mais... Alors, et au siècle dernier, c'est juste une approche très rapide là-dessus. Donc, tout le développement de la neurologie s'est beaucoup calqué sur le développement de l'informatique. Et au fur et à mesure qu'on a fait des programmes informatiques, on a aussi adapté. Donc au départ, logique, naissance de l'ordinateur, donc le cerveau c'est un ordinateur performant. Alors, à l'époque, ça pouvait être plus performant que les ordinateurs de l'époque, mais après alors l'état cognitiviste, c'est-à-dire là on a c'est déjà plus interactif au lieu de traitement logique linéaire. Et c'est la période de la naissance de l'intelligence artificielle. Donc par exemple, à partir
de données, faire un diagnostic sur une maladie à partir des données qu'on a obtenues, etc. Et après, l'émergence, c'est-à-dire l'auto-organisation connexionniste, c'est-à-dire à partir du moment où il y a les réseaux Internet et tout ça, on a dit « Ah !» on a découvert aussi qu'il n'y avait pas vraiment de centre à l'intérieur du cerveau, donc on a dit « Ah oui, le cerveau, ça fonctionne comme Internet. » Alors, sauf que Internet, il n'y a personne qui est le grand chef, en tout cas pas officiellement, mais dans le cerveau, ça pose quand même une question, il y a quand même une certaine coordination. Et alors avec la physique quantique aussi, les futurs ordinateurs quantiques, il y a l'idée que la cognition est une interaction entre le sujet et son environnement, et donc que le fait que donc il y a les sensations, les perceptions, l'interprétation et l'effet inversement. Donc ce qui a permis de comprendre aussi par exemple qu'un enfant, c'est petit à petit, la notion de profondeur, elle n'est pas automatique, naturelle, il ne connaît pas vraiment les reliefs. Et seulement après, il essaye de prendre quelque chose, s'aperçoit que c'est pas là, et petit à petit, on arrive à avoir une estimation des distances, des choses comme ça. Même l'ensemble de la vision est tout un apprentissage en fait. Mais en tout cas, tout ça reste très physique. C'est-à-dire que, et alors, à mon sens, c'est ça un petit peu le problème, c'est que toutes les neurosciences aujourd'hui, il y a très peu de neuroscientifiques qui ont une vision dualiste, esprit-corps. Pour eux, tout est physique. Alors, ce qui donne d'ailleurs les théories actuelles, alors il y a les identitaires, c'est-à-dire ceux qui disent bah, la base c'est la matière, basta. Dans ce cas, il y a les matérialistes éliminationnistes, donc Daniel Dennett. Alors, il a intitulé son livre La conscience expliquée, mais moi je dis la conscience éliminée, parce que en fait, c'est pour dire expliquer, en fait, on fait totalement abstraction de ça. Les fonctionnalistes, eux, vont un peu plus loin, ils disent, bah, du point de vue fonctionnement, c'est comme si, mais bon, la base reste le côté matériel. Après, il y a les émergentistes. Alors, il y a l'émergence faible, l'émergence forte. Émergence faible, c'est ceux qui disent, oui, il y a bien quelque chose qui émerge d'esprit, quelque chose qui émerge à partir du physique, qui est différent, qui ne sera réduit pas au physique, et puis c'est tout. Et l'émergence forte, c'est de dire oui, et ce qui sort du physique a une rétroaction sur le physique. Ça, c'est l'émergence forte. Et puis, il y a les visions dualistes. Alors, le dualisme de substance, ça, c'est un peu l'équivalent de Descartes, mais ça, c'est assez abandonné. Et puis, le dualisme interactionniste. Alors, ça, c'est au moins représenté, enfin, ou été représenté, puisque maintenant il est décédé, par Sir John Eccles, prix Nobel de médecine, spécialiste du cerveau, qui explique à son avis comment conscience et cerveau travaillent ensemble et comment ça peut s'expliquer du point de vue des lois de la physique. Alors, voilà, ça c'est l'historique et les situations extérieures. Voilà, maintenant, je dirais c'est mon exposé proprement dit, mon point de vue et comment je présente les choses. Alors, déjà, comprendre la matière. Les choses ont beaucoup évolué depuis, à travers le XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que la matière qu'on pensait c'est quelque chose, c'est du dur, c'est du solide. C'est pas ni si dur ni solide que ça. En particulier, la matière est essentiellement constituée de vide. Donc on s'aperçoit, il y a un noyau au centre, puis il y a des électrons qui gravitent très loin. Et puis on regarde l'univers dans son ensemble, ben, là aussi c'est très vite entre le Soleil et les planètes, mais le Soleil c'est
Dans la galaxie, il y a des éloignements énormes. Et après, il y a des espaces intergalactiques qui sont encore plus énormes, et ainsi de suite, quoi. Donc, si on ramassait le tout en supprimant le vide, on aurait un volume qui serait très réduit finalement. Donc l'univers, l'espace également. Et en plus, donc, la matière n'est qu'une forme visible d'énergie à notre échelle. C'est-à-dire qu'on sait depuis, énergie et matière sont équivalents, E égale mc2. Et donc, par conséquent, l'énergie n'est pas visible, palpable. Donc, ça donne encore une autre conception de la matière. Et alors, en plus, avec la physique quantique au niveau atomique et subatomique, on ne peut même plus parler de particules comme étant des corpuscules solides dont on connaîtrait la position, trajectoire et la vitesse. Tout ça, c'est fini, on est dans le domaine de l'incertitude, on sait que ce sont des ondes et des particules, on ne sait plus trop maintenant quand est-ce qu'elles sont ondes, est-ce qu'elles sont fondamentalement ondes, et c'est juste quand on les mesure qu'elles sont des particules. Enfin, là, il y a plein d'idées, de théories. En tout cas, ce qui a changé, fondamentalement, on va dire, la conception de la matière a changé et n'est déjà plus quelque chose comme, bon, ça c'est du solide, c'est du costaud, alors que l'esprit c'est quelque chose d'éthéré, auquel on ne pourrait pas se fier. On s'aperçoit que finalement c'est peut-être pas si différent que ça. Et en plus, la matière, elle obéit à des lois, bon ça on le savait depuis longtemps, mais la question, d'ailleurs qu'on se pose à peine, d'ailleurs ce qui m'étonne quand on parle du Big Bang, c'est d'où viennent ces lois. Parce que on parle du Big Bang et donc on explique comment, à partir d'un tout petit son, l'espace, tout se développe, etc. Mais les lois qui gouvernent cette expansion, etc., c'est les forces fondamentales, on ne se pose pas vraiment la question de savoir d'où elles viennent. Et c'est quand même ça l'aspect fondamental. Alors, maintenant, le développement de l'esprit. Alors, bien sûr, on doit constater, et ça c'est un point sur lequel les matérialistes, justement, mettent l'accent, que dans l'évolution de notre univers, la matière apparaît avant l'esprit. On a la formation de la matière fondamentale, des étoiles, etc. Mais ce qui est quand même curieux dans cette évolution, c'est que, justement, en obéissant à ces lois physico-chimiques, les lois, elles sont en quelque sorte elles-mêmes déjà quelque chose d'immatériel, l'univers s'est complexifié. Alors on parle d'énergie, on a de l'énergie pure, ça se transforme en particules, ces particules deviennent des atomes, les atomes légers se transforment en atomes lourds, ces atomes en molécules, des molécules se transforment en macromolécules, puis à un moment donné, il y a des macromolécules qui se sont assemblées pour donner des cellules, qui sont la base de la vie. Et les cellules, c'était d'abord des cellules prokaryotes, c'est-à-dire sans noyau, et puis qui sont devenues des cellules eucaryotes, avec noyau. Comment, pourquoi? Puis des êtres vivants multicellulaires. Avec le développement d'un système nerveux, la pensée est apparue chez certains animaux. Puis finalement jusqu'à la conscience chez l'être humain. Donc, est-ce que tout ça pourrait être le fruit d'un pur hasard? Vous pouvez le croire, si vous voulez. Moi, j'y crois pas. Alors, mais ça reste effectivement la chronologie esprit-matière. Par exemple, au niveau de l'être humain, le corps se forme avant l'esprit, avec une petite réserve quand même, qui est le fait que, même si, bon, au départ, c'est bon, et on sait que bon, le cerveau va apparaître qu'à un moment donné, mais il apparaît encore relativement tôt, mais que tout, je dirais même jusqu'à l'attitude de la mère, et même du père, peut influencer sur le développement futur de l'enfant. Moi, je me souviens même que quand ma femme était enceinte de ma deuxième fille,
et elle chantait, elle voulait endormir sa première fille, elle lui chantait une chanson. Et quand la deuxième fille est née et que ma mère chantait cette chanson-là, elle se mettait à pleurer. C'était des émotions très fortes pour la deuxième fille. Donc ça voulait dire que inconsciemment, ça l'avait marqué. De même, les briques de la vie, donc les acides aminés, sont apparus avant la vie. Autrement dit, il y a d'abord l'apparition du matériau avant que n'apparaisse l'aspect complet spirituel. Par contre, les lois de l'univers étaient déjà là au moment du Big Bang. Donc, c'est pas parce que dans la construction, que ce soit des êtres vivants, de l'être humain, etc., l'esprit apparaît comme au sommet, comme un toit, ou un petit peu comme dans une maison. Pour reprendre la comparaison, on construit les murs, le toit, etc. Et après, on met l'électricité, le gaz et tout ce qui peut vraiment animer la maison. C'est un ordre logique. Mais les lois de l'univers, elles sont déjà là au moment du Big Bang. On cherche d'ailleurs actuellement l'idée, où serait la logique d'ailleurs, sinon, parce qu'on est pratiquement persuadé, il y a 4 forces fondamentales, et on se dit, mais finalement, tout ça doit devenir d'une. C'est une logique de l'esprit, ça. Ça n'a matériellement, si tout est par hasard ou dû au matériel, il n'y a aucune raison de rechercher une unité de ces forces. Et on a déjà été plus ou moins capable de, c'est complètement sûr. La troisième, on est à peu près sûr, même si on a... il reste la gravité qui ne veut pas s'intégrer aux autres, mais dont on pense qu'il doit y avoir une théorie qui pourrait intégrer l'ensemble. Et dans le LHC, justement, c'est le gros cyclotron à Genève, on cherche à mettre en évidence cette force fondamentale. Donc, au final, ces forces ou ces lois, on va dire, plus que les... En fait, c'est pas la force n'est que le résultat d'une loi qui existe. Et cette loi, c'est comme une information qui informe, c'est le cas de le dire, l'énergie, qui va lui donner une direction. Donc, l'information et l'énergie sont toutes deux nécessaires comme point de départ. Alors là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des conférences des frères Bogdanov. Je diverge de leur point de vue, parce que eux, ils pensent, ils parlent d'énergie imaginaire et de temps imaginaire, et d'énergie imaginaire sur l'information, mais en fait, le temps, c'est de toute façon quelque chose qui, le temps physique en tout cas, qui n'arrive qu'avec le Big Bang, mais par contre, je pense qu'avant, il faut à la fois information et énergie, et non pas une information qui devient énergie. Donc, alors l'esprit à tous les niveaux, c'est-à-dire que si on va voir qu'on peut généraliser quand on parle d'esprit, on peut élargir cette idée en disant un peu comme justement les lois dans la matière sont une certaine forme d'esprit, même si ce n'est pas vraiment comparable avec l'esprit humain. Donc, déjà, le simple fait que notre esprit soit capable de comprendre les lois de la nature et de l'univers montre un lien entre esprit et matière. Sinon, pourquoi? Et une partie importante de ce lien, ce sont les mathématiques. Alors, là aussi, vous avez deux écoles. Il y en a qui disent les mathématiques, c'est un simple outil inventé par l'homme qui va refléter approximativement ce qui se passe dans la nature, mais c'est qu'un outil et ce n'est pas forcément la réalité. Et bon, d'autres points de vue dont je fais partie disent non, les mathématiques sont le fondement de notre univers. Notre univers suit des... D'ailleurs,
quand on regarde les lois principales de notre univers, on est frappé de voir la simplicité de ces lois fondamentales. Alors, il y a eu quelques complications avec la physique quantique et la relativité, mais dans leur principe, elles ne remettent même pas en cause, par exemple, la gravitation, même si ça devient un peu plus complexe avec la relativité d'Einstein, mais la loi en 1 sur R2, c'est-à-dire que ça diminue avec le carré de la distance, ce qui est exactement la même chose pour la force électromagnétique, reste. Donc, c'est quand même des choses fondamentales et très mathématiques avec des formules relativement simples. C'est pour ça qu'Einstein disait, ce qu'il y a de plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Autrement dit, c'était pas quelqu'un, il n'avait pas une croyance traditionnelle en un Dieu personnel classique, mais il était convaincu qu'à l'origine de l'univers, il y a au moins une certaine forme d'intelligence. C'était ça, sa conviction de l'univers. Alors, si on définit l'esprit comme étant tout ce qui est immatériel, alors cette notion, on peut plus ou moins montrer, elle existe à tous les niveaux de l'univers. Alors, je vais m'expliquer. Alors, chez les animaux, il y a une unité qui fait que les mouvements du corps, par exemple, sont coordonnés. Donc, ce n'est pas un paquet, on dit un paquet de neurones ou un paquet de muscles. Mais cet aspect invisible fait aussi la différence entre un animal vivant et un animal mort. Physiquement, un animal vivant ou un animal mort, c'est la même chose, d'un point de vue purement matériel. Mais la réalité, c'est que c'est très différent. Donc, où est cette différence? Parce que on peut dire. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le moment de la mort est très difficile à déterminer. Parce que il y a longtemps, on disait c'est quand quelqu'un est mort quand il ne bouge plus. Bon, heureusement, on est sorti de là. Après, il mettait un miroir pour voir s'il respirait. S'il ne respirait plus, il était considéré comme mort. Après, on dit, mais non, ça ne suffit pas, il faut que le cœur s'arrête de battre. Mais maintenant, on n'est plus la lampe. Alors maintenant, on dit, c'est quand le cerveau ne fonctionne plus. Mais même ça, on dit, c'est quand le cerveau ne fonctionne plus depuis alors un certain nombre de minutes, etc. Donc, ce qui fait que physiquement, c'est très difficile de définir la vie par une vérification purement physique. Ce qui prouve que ça reste quelque chose de très mystérieux. Et chez tous les êtres vivants, même unicellulaires, voilà. Alors une définition qu'on pourrait donner, c'est le maintien d'une entropie basse. C'est-à-dire le fait de garder un ordre. La matière non vivante se détériore à l'usure, etc. Et aussi les corps des personnes mortes vont se détériorer, etc. Tant qu'on est vivant, on maintient un certain ordre. Et c'est le maintien de cet ordre qui caractérise la vie et qui est une preuve du fonctionnement unitaire de l'être vivant correspondant. Jusqu'aux particules élémentaires qui obéissent aux lois de la physique, tout en regardant, alors ça c'est intéressant aussi, des degrés de liberté, principe d'incertitude de Heisenberg, que certains scientifiques, donc il y a un fameux, c'est assez compliqué, je ne dirais pas dans les détails, mais théorème, ce qu'on appelle le théorème du libre arbitre, qui dit que si l'être humain a un libre arbitre, alors les particules élémentaires ont une forme de libre arbitre. Et c'était un théorème qui est démontré, enfin, en admettant bien sûr l'hypothèse que l'homme est un libre arbitre. Donc, ces propriétés sont comparées au libre arbitre. Donc on a, si je résume, voilà, alors ça c'est une façon de voir dans notre Fédération pour la paix, où on parle que non, déjà tous les êtres vivants sont constitués des mêmes corps cellules, mais il y a des différences fondamentales dans la capacité. D'ailleurs, récemment, je pensais, parce qu'on parlait de ce Vincent Lambert, là. Et on dit quelquefois, les gens ils sont dans un état végétatif ou un état de légumes. Mais c'est différent d'un être mort, justement. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus que ce qu'on appelle des fonctions végétatives, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui maintient. Mais même ça suffit. Alors,
plus le niveau de l'esprit, il n'y a plus, mais il y a un certain niveau de vie. Et on dit végétatif, il est un légume. Alors en général, c'est pas positif quand on dit ça, mais en même temps, ça reflète une réalité, c'est qu'il y a quand même une force de vie qui est toujours là. Bon, et c'est ce que j'ai expliqué avant, c'est juste quelques résumés. Donc, c'est pour dire que chaque entité dans l'univers est constituée de ces deux aspects. Un côté intérieur qui dirige et un côté extérieur qui va suivre des lois, qui va suivre cette direction avec une autonomie croissante quand on parle de la matière inerte jusqu'à l'être humain. Alors, en d'autres termes, l'esprit ou l'eidos ou ce qu'on donne comme nom, c'est la nature intérieure de toute chose, informe la matière dans les deux sens du terme, c'est-à-dire elle transmet une information comme les lois physiques par exemple, ou bien le plan d'un être vivant par exemple à travers l'ADN. Donc on a une information qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis en même temps, elle lui donne une forme. Informer, c'est donner une forme. Et cette forme extérieure reflète la nature intérieure. C'est ce qui fait que si je regarde Yves, et donc je peux voir est-ce qu'il a l'air satisfait ou pas de ma conférence, etc. Parce que son expression, son physique va traduire d'une certaine manière sa pensée. On va voir si quelqu'un est triste, ou qu'est-ce que tu as bien, tu es préoccupé, qu'est-ce qui se passe. On voit extérieurement sur quelqu'un le reflet de son esprit. Et de dire que même quand les gens disent, parce que d'après la forme du crâne, ou la forme du corps, etc., ou même les lignes de la main, que les gens arrivent à... Alors, les lignes de la main, ça va peut-être un peu trop loin, mais en tout cas, on peut, d'après la forme des éléments du corps, décrire la personnalité d'une personne, selon la morphopsychologie. La morphopsychologie a des bases sérieuses. Alors après, il y a des charlatans aussi, mais sur le fond, ça n'est pas quelque chose d'absurde, au contraire. Alors, sans cette nature intérieure, tout ne serait que le résultat du déterminisme et du hasard, qui ne saurait aboutir à un ordre signifiant, mais qui ne pourrait que donner un chaos sans aucun sens. Ce qu'on n'observe absolument pas dans la réalité de l'univers. Donc, en réalité, le hasard est ici remplacé par une information et un ordre constructif, qui fait que, même s'il y a cette fameuse part d'incertitude, etc., et certaines coïncidences qui peuvent arriver, quelque chose qui se construit malgré tout. Et le déterminisme lui-même est limité par un indéterminisme fondamental, mais non chaotique, c'est-à-dire que cet indéterminisme obéit lui-même à des lois précises. Donc, ça veut dire qu'on a un certain degré de liberté dans la matière qui peut permettre d'expliquer que dans les structures, plus on va vers les structures complexes, plus on va vers une autonomie qu'on voit évoluer avec les plantes, les animaux, et puis après les animaux à sang chaud, avec les êtres qui deviennent de plus en plus indépendants de l'environnement, jusqu'à un véritable libre arbitre chez l'être humain. Alors, voilà, d'ailleurs, dans l'esprit humain, alors, parce que souvent, on réduit l'idée de l'esprit, enfin, la part de l'esprit, à l'aspect, à la conscience, mais le soi, ou ce qui me caractérise spirituellement, n'est pas du tout forcément réduit à la conscience. Autrement dit, j'ai beaucoup de choses qui peuvent devenir des automatismes quand je conduis une voiture, etc. Mais cet automatisme ne veut pas dire que je suis devenu une machine, mais au contraire, c'est
c'est un processus extrêmement intelligent de la part de notre esprit, de notre cerveau, de dire bon, ben ça, voilà, c'est devenu une habitude, c'est mémorisé quelque part, et il n'y a pas besoin, et ça permet au contraire d'être plus libre pour penser à autre chose. Attention, il ne faut quand même pas être complètement dans les vapes quand on conduit, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais dans le sport, la musique, j'apprends des gestes, il y a des choses qui deviennent des automatismes et qui me permettent d'être plus performant, justement. Dans la musique, quand on apprend à jouer du piano, bon, moi je sais que quand j'étais pas à l'aise pour un morceau de piano, ben, j'étais pas capable de bien jouer. Si la technique, il n'y avait plus de problème, que c'était vraiment un automatisme, je pouvais me concentrer sur l'interprétation, les sentiments, et alors là, au contraire, ça pouvait donner toute ma mesure. Donc, réduire l'esprit, ou la force de l'esprit, à la conscience, à ce qui est conscient, c'est une erreur grave. On est justement au contraire, parce que la partie de l'iceberg immergé n'est pas du tout quelque chose qu'on ne contrôlerait pas du tout. Et la meilleure preuve, c'est que justement, je suis un trajet automatiquement. Mais s'il y a un barrage, s'il y a quelque chose, pof, je vais redescendre et là, je vais reprendre le contrôle conscient de l'action s'il y a une perturbation quelconque. Alors, l'unicité du moi, Sir John Nicholas, dans Évolution du cerveau et création de la conscience, explique il ne fait pas de doute que chaque personne humaine reconnaît sa propre unicité. Donc, je suis moi, et que j'ai 20 ans ou 60 ans, bon, j'ai changé, mais je suis toujours moi. Et que les solutions matérialistes sont incapables d'expliquer notre expérience d'unicité. Parce que qu'est-ce qui fait que je suis moi, que cet assemblage d'atomes, de molécules, etc., a quelque chose de particulier. Et toujours selon Ecclès, la conscience peut agir sur le cerveau sans violer les lois de la physique, en particulier la conservation de l'énergie, grâce à l'incertitude quantique, c'est-à-dire quand on arrive au niveau des synapses dans le cerveau, des contacts, c'est si fin qu'on arrive à un niveau d'incertitude quantique et que donc une force extérieure peut parce qu'en physique quantique, on sait qu'on peut emprunter un peu d'énergie pour un temps très court et créer un changement. Déjà au niveau matériel, donc a fortiori avec l'esprit. Et donc ce qui permet ce développement progressif de l'autonomie depuis l'indéterminisme particule jusqu'au libre arbitre humain, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, existence de l'esprit. Alors, pour ceux qui ne croient pas du tout que l'esprit peut exister, alors, parce qu'on parle beaucoup Matrix, Terminator, les ordinateurs ont-ils un soi conscient? Ma réponse c'est non, c'est-à-dire que on peut, pour moi ces films-là, c'est quelque chose qui restera de la fiction, parce que parce qu'il manque, ce ne sont que des machines. Et on peut inventer les meilleurs programmes, ça peut avoir une certaine autonomie, etc. Mais elles seront toujours liées à leur programme. Il y a d'ailleurs c'est dans Robocop, là, il y a un moment donné parce que normalement il devrait arrêter le grand méchant, quelqu'un qui est méchant, mais il a été programmé Robocop qui ne peut pas arrêter parce que c'est son supérieur, c'est celui qui commande, etc. Il représente l'autorité. Et alors là, il y a un autre qui dit, il dit à celui à qui il ne peut pas s'attaquer, il dit, you are fired, hein, tu es viré. À ce moment-là, il est libre. Mais un être humain ne serait pas bloqué par ça. Bon, ça montre bien. C'est un film où ça montre bien la différence. Bon, en plus, là, c'est compliqué parce que c'est un être humain qu'on a robotisé. En tout cas, de véritables robots, penser qu'ils puissent être
devenir supérieur. Non, je dirais non, pas seulement même supérieur à l'homme, mais même aux animaux ou aux êtres vivants. Une machine ne pourra que imiter la vie, mais ne peut même pas égaler la vie. Alors l'hypnose, alors non seulement ça montre que avec mon esprit je peux influencer mon corps, mais l'hypnose montre que l'esprit d'une autre personne peut influencer le corps d'une personne différente. Donc ça va très loin. Et on pratique même des opérations chirurgicales avec ça. Les gens en état d'hypnose, ils arrivent à ne rien sentir. C'est assez étonnant même, hein, mais ça existe. L'effet placebo. Je crois on fait, justement, on recherche l'efficacité d'un médicament. À cause de l'effet placebo, on dit qu'un médicament doit être efficace au moins à 50 ou 60%, parce qu'un médicament placebo, enfin un produit placebo, induit automatiquement 35%, à peu près 35% de guérison. Donc si un médicament ne fait pas mieux que ça, c'est même pas la peine. Bon, je ne sais pas si je vais parler de ça, c'est un peu plus compliqué. L'effet xénon quantique, c'est le fait, en physique quantique, c'est le fait que plus on va essayer de mesurer ou de détecter une particule, de la suivre, et en fait ça va la maintenir, ça va maintenir dans un état, ça va la maintenir en vie pour une particule même de courte durée. Et donc on peut appliquer ça même en psychologie, pour induire des comportements chez les êtres humains, en faisant qu'ils se programment eux-mêmes pour se contrôler régulièrement, leur état, et de ce fait réussir à avoir le contrôle de soi plus facilement. Alors les grandes intuitions, des génies, etc., ou les autistes de haut niveau, alors là c'est des gens dont le cerveau ne fonctionne pas normalement, mais qui d'un autre côté ont des capacités inouïes. Donc, ça aussi, c'est difficile à expliquer de façon purement physique. Les EMI, expériences de mort imminente, de plus en plus. Il y avait un temps. Alors, premièrement, il y avait peut-être moins d'EMI parce que la médecine étant moins avancée, les gens qui avaient un arrêt cardiaque disaient c'est fini. Alors que maintenant, on arrive à en récupérer beaucoup plus. Mais aussi, les gens qui avaient des expériences comme ça, ils avaient trop peur qu'on les prenne pour des fous, donc ils se taisaient. Maintenant, à partir du moment où il y en a un qui commence à parler, l'autre, etc., ça devient dans des bouquins publics. Ah bon, je suis pas seul. Ok, donc les gens peuvent en parler, et donc on découvre. Et là, on voit que leurs expériences sont vraiment similaires. Donc, ça ne peut pas être du blabla ou du baratin. Alors. Donc, si on reste maintenant donc, sur le plan des sciences physiques, cette dualité esprit-matière s'exprime dans la dualité information-énergie. Sur un plan strictement des sciences physiques. Alors, parce que l'énergie n'est que le matériau utilisé dans l'évolution de l'univers, mais tout comme un être vivant se développe à partir d'un plan contenu dans son ADN, l'univers a besoin d'un plan pour se construire. Donc il faut de l'énergie, mais il faut une direction à cette énergie, il faut quelque chose qui oriente cette énergie. Donc ce plan, c'est une information qui vient donner sa forme à l'univers, et eidos, c'est le mot grec pour forme, et qui lui permet de développer une structure ordonnée. Et alors ce plan, il est lui-même le reflet d'une pensée. C'est ce qui fait que nous sommes capables de comprendre l'univers avec son fonctionnement et ses lois. Donc on va y revenir dans la suivante conclusion. Alors, déjà aussi, selon le principe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, l'origine, puisqu'on a la présence de côté esprit et côté matière dans notre univers, ou information-énergie, donc dans l'origine de l'univers, on doit forcément avoir ces deux aspects. Donc, eidos et ilé, ou nature intérieure et forme extérieure, un peu aussi comme ondes et particules,
sont deux aspects de l'énergie-matière. D'ailleurs, la comparaison va même plus loin parce que justement, une onde, elle n'est pas localisée. Un peu comme si je dis mon esprit, bon, certains pensent qu'il est dans le cerveau, mais il est partout, mon esprit. Si j'ai mal au doigt de pied, je ressens la douleur dans le doigt de pied quand même. Et puis avec mon esprit, je peux sortir de la pièce sans problème, par mes pensées. Donc l'esprit n'est pas quelque chose de localisé physiquement, comme l'onde. Par contre, la particule est localisée, donc comme mon corps. Donc c'est déjà un petit peu un reflet physique de cette dualité au niveau fondamental. Voilà, mais aussi de la même façon, parce qu'on dit tout est onde et particule. Mais malgré tout, donc tout semble pareil, mais malgré tout, on fait quand même encore la différence dans ces ondes et ces particules. Les ondes de matière et les particules de matière, on les différencie des ondes et particules d'énergie. On appelle les bosons et les fermions. Bosons, c'est l'énergie, et les fermions, c'est... La façon de se rappeler, moi, c'est fermion, c'est matière ferme. Mais ça vient de celui qui a trouvé ça, c'est Fermi, c'est pour Fermi, et boson, c'est Bose, je crois que ça fait. En allemand, böse, ça veut dire méchant, ça n'a rien à voir. Alors, donc, et en fait, au départ, tout est plutôt énergie, avant que les particules de matière n'apparaissent qu'à un certain moment. Au départ, c'est plutôt... Donc, l'idée, c'est que l'origine elle-même est d'ordre plus intérieur et spirituel que l'univers matériel. Donc, il y a déjà un petit peu la notion de le côté intérieur est plus dans la position de cause et le côté extérieur dans la position d'effet. Donc, ces deux aspects fondamentaux coexistent donc dès l'origine, mais dans la relation entre les deux, c'est l'aspect le plus immatériel qui est en position de diriger. Alors, quelles conséquences? Là, on va aborder après la philosophie. Cela entraîne donc une relation de causalité sans temps dans l'être originel, puisque le temps est lié à l'univers physique. Donc, alors, une causalité sans temps, d'une certaine manière, ça existe même dans notre univers. D'ailleurs, il y a des recherches, mais par exemple, parce que comme un photon qui vient du Soleil, qui arrive sur la Terre, bon, pour nous, il est parti du Soleil il y a 8 minutes. Mais pour le photon lui-même, il est parti, il arrive en même temps. Parce que le temps, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Donc là, on a, du point de vue du photon, une causalité sans temps, sans différence de temps. C'est concevable. Alors, l'aspect intérieur contient le plan. Qui dit plan dit pensée, intelligence. Cela veut dire aussi réalisation du plan, donc intention, volonté. Cela nécessite aussi une motivation, un moteur qui apparaît à travers les lois. Notre moteur fondamental, ce sont nos émotions, donc en particulier l'amour. Il n'y a plus qu'un petit pas à faire pour dire que c'est aussi le moteur de la cause première. Donc, ce point de vue permet d'intégrer même dans une même philosophie la notion d'un Dieu personnel des religions monothéistes, donc qui serait pur esprit, là on parle pas de... et la philosophie orientale avec un Tao origine de toutes les formes de matière et d'énergie. Autrement dit, au lieu de dire, si on parle du terme, si on utilise le terme Dieu, Dieu crée à partir de rien. Non, il ne crée pas à partir de rien, il crée à partir de sa propre énergie. Et il lui donne une certaine forme. Il y a un plan et il lui donne une certaine forme. Voilà.